Chers amis, la Fed affiche un pessimisme de façade. Elle pêche par excès de prudence en relevant ses anticipations d'inflation, alors que justement, ce mois de mai voit se confirmer la reprise de la désinflation US. Comptez sur moi pour surveiller à la loupe chaque jour ce que j'attends depuis longtemps, les signaux techniques baissiers de moyen terme sur les taux obligataires du marché qui seront la source de l'envolée du prix des obligations. Point complet aussi sur le marché action. Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Je vais vous démontrer pourquoi je pense que la Fed est largement dans l'excès de prudence. Tant pis pour elle. Ce mois de mai et ce mois de juin ont vu la reprise de la désinflation. Quelles conséquences? Analyse technique, obligations, S&P 500 et un mot du CAC 40. Oui, le CAC 40, la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce CAC 40, est-ce une opportunité? D'un point de vue technique en tout cas, d'y revenir. Point complet, c'est parti. Alors, chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun, après vous avoir rencontré pour certains à Lausanne la semaine dernière. Donc Top Gun, reprise du format vidéo, vous savez, ça m'a impressionné. Vous étiez, je crois, 250, peut-être 300 dans la salle. Et c'est pas... là, tout de suite, là, dans mon bureau, je suis plus à l'aise. Mais voilà, en tout cas, petite capture d'écran. Sachez que si vous n'avez pas assisté au Swissquote Trading Day, ou si vous souhaitez le revoir, et vous y étiez, le revoir en vidéo, eh bien, allez sur la chaîne YouTube. La vidéo, l'enregistrement a été mis en ligne, ou le sera peut-être, très rapidement, mis en ligne sur la chaîne YouTube Swissquote en français. J'ai remis donc, comme je suis ici dans l'émission Top Gun, mon costume d'aviateur, mes petites lunettes de soleil de pilote de chasse, cherchant à vous donner les plus belles tendances verticales. Et oui, effectivement, le S&P 500, on y est ou on n'y est pas. Nouveau record historique encore du S&P 500, avec la rotation au sein des GAFAM. Un coup c'est Nvidia, un coup c'est Apple, un coup c'est Google, un coup c'est Microsoft. Quand l'une consolide, l'autre fait de nouveau plus haut. Bon, très bien. Le S&P 5 continue d'avancer, mais moi je m'intéresse ici à la Fed. La Fed, pourtant c'est une banque centrale sérieuse, n'a pas fait une erreur. Vous savez, la semaine dernière, la Fed de Jérôme Powell a mis à jour ses projections macroéconomiques. Alors, elle indique qu'il y aura une baisse de taux cette année, peut-être deux, mais surtout, elle a relevé ses anticipations d'inflation, notamment en ce qui concerne l'indice d'inflation Core PCE. Vous savez, on en a parlé 1000 fois, c'est celui qu'elle suit en priorité. Elle le relève pour fin 2024 à 2,8. Or, il est déjà à 2,8. Sauf qu'entre-temps, a été mis à jour l'autre, le CPI, et l'autre, le PPI. En drop. Et forcément, ces trois indices ont des liens les uns avec les autres, ce qui permet de dire que le Core PCE du mois de mai, qui est mis à jour fin juin, là c'est bientôt, dans 10 jours, on l'estime à 2,55. Alors que la Fed dit la semaine dernière, on sera à 2,8 en fin d'année, alors qu'on est déjà à 2,8. Est-ce qu'ils n'ont pas manqué une bonne occasion de se taire? Ou est-ce que c'est moi qui manque une occasion de la fermer? En tout cas, je vais, comme d'habitude, au-delà de cette introduction un peu théâtrale, mais mon talent théâtral, je vous rassure, s'arrête là. Et mon talent, bien sûr, j'exagère. Mais franchement, moi je pense que la Fed... Alors, je pense que c'est voulu en fait. Pour éviter que le marché s'emballe, mieux vaut afficher ce que j'appelle un pessimisme relatif de façade, où éventuellement elle pêche par excès de prudence. Au final, le marché a toujours raison. Ce sont les taux d'intérêt du marché, les signaux techniques du taux d'intérêt des marchés qui sont dans le vrai. Vous savez, ces signaux techniques baissiers que j'attends depuis... Alors, il y a eu une première phase de baisse fin 2023, un rebond là sur les 4 premiers mois de l'année, et là ça redroppe. On ne les a pas encore, mais je vais vous remontrer ce qu'il faut surveiller, car lorsque vous aurez ces signaux baissiers moyen terme sur les taux obligataires du marché, c'est bon. Alors, pas pour le marché action, hein. Lui il fait sa propre... Alors peut-être les small et les mid,
Les GAFAM, les stars de la tech, les large caps, c'est différent. Mais sur les bonds, les obligations, ce scénario haussier sur les obligations que je vous ai redéveloppé au Swissquote Trading Day, et vous pouvez donc reprendre la vidéo du Swissquote Trading Day si ça vous intéresse. Allez les amis, on perd pas de temps parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Et je suis pressé de vous montrer des choses intéressantes. Avec une réserve fédérale qui est dans un pessimisme de façade. Et oui, non, ce n'est pas Jérôme Powell. Rappelez-vous, Jérôme Powell, il a des cheveux gris. Et moi, j'ai simplement une barbe grise. Au programme, encore lui. Pas possible. Bon. Oui, non, sans rigoler. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. Il y avait plein de conférences super intéressantes. Désinflation US, le bout du tunnel est en vue. Quel paradoxe! À un moment, la semaine dernière, où nous avons confirmation du point de vue du CPI et du PPI que la désinflation a repris, alors que, rappelez-vous, elle s'était mise en pause entre janvier et avril et qu'elle reprend depuis mai. Alors, oui, c'est vrai, même moi j'ai répété plusieurs fois que pour valider une tendance macroéconomique, il faut minimum deux chiffres et 3 en fait, 3 points. 3 points, ça permet de tracer une tendance. Oui, c'est vrai que ça fait que 2 mois. Donc je pense que c'est aussi pour ça. La Fed, elle a été secouée par ce qui s'est passé en janvier, février, mars, avril. Parce que rappelez-vous, en décembre dernier, Powell nous dit il y aura 5, 6, 7 baisses de taux. Et finalement, maintenant, c'est 1. Ils sont passés pas loin d'être ridicules. Donc ils sont obligés d'avoir ce positionnement maintenant. Même si là, on voit bien que la désinflation reprend, ils ne veulent pas refaire la même erreur qu'en décembre dernier où ils s'étaient emballés. Peut-être que c'est votre humble serviteur, M. Gann, qui s'emballe. Moi, j'ai mes indicateurs avancés. Bon, ça me permet d'y croire. Vous savez, on fera les comptes en fin d'année. Et chacun assumera ce qu'il doit assumer. Donc, désinflation US, le bout du tunnel est en vue. On va bien sûr reparler des taux du marché en lien avec les obligations. S&P 500, c'est la rotation des GAFAM qui permet d'aller plus haut. Russell 2000, quand est-ce que les small et les mid vont se réveiller. Et le bon vieux CAC 40 pour cotation assistée en continu. Faut-il profiter de la correction politique pour se placer? That's the question, guys. Un pessimisme de façade affiché par la Fed, la désinflation se relance. Elle n'a pas choisi un bon timing, mais finalement, elle n'a pas le choix. Que se passe-t-il dans les esprits supérieurs des membres du comité de politique monétaire de la Fed? Car oui, les gens de la Fed sont des esprits au QI supérieurs à la moyenne. La Réserve fédérale s'est exprimée la semaine dernière, et ça m'en prendra pas à me relire. Et donc, elle a fait quelque chose qui est assez surprenant, et plutôt que blablater, et plutôt que lire ce que j'ai écrit, parce que la seule chose intéressante ici que j'ai écrit, c'est que selon moi, la Fed va pivoter dès le 18 décembre, et qu'il y aura 3 baisses de taux des fonds fédéraux d'ici Noël, et je me mets en porte-à-faux de la Fed, qui dit à une. On verra bien qui a raison. Alors, la Fed, the Federal Reserve of the United States, je viens de le faire exprès, c'est pour rigoler, nous dit, la semaine dernière, qu'est-ce qu'elle nous dit? Regardez bien. Voici son anticipation du Core PCE Inflation. Donc, c'est l'indice d'inflation le plus suivi par la Fed. Lui, il n'a pas été mis à jour la semaine dernière, mais c'est celui que regarde la Fed. Il est à 2,8. La Fed, en mars dernier, nous disait qu'il serait à 2,6 d'ici la fin de l'année. Mais elle aurait dû rester sur cette trajectoire. Elle avait raison. Et cette bécasse nous dit, la semaine dernière, non, finalement, on remonte à 2,8. Mais manque de peau, nous sommes déjà à 2,8. Et, entre-temps, vous avez eu la mise à jour du CPI sous-jacent qui repart, qui s'effondre. J'exagère volontairement, mais qui reprend quand même une sacrée pente baissière. Alors que le consensus était encore complètement dans l'erreur. Prenez l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland. Ce sont des gens de la Fed. C'est une des antennes régionales. Cet algorithme, qui est un algorithme de la Fed, nous dit que le Core PCE du mois de mai, qui est publié fin juin, et je vous ferai une émission spéciale fin juin sur ça, on l'attend à 2,56. Et on y croit, parce que dans le Core PCE, vous avez des éléments du Core CPI qui, lui, a repris la direction du sud. Vous avez dans le Core PCE des éléments des prix à la production qui sont revenus au monde d'avant. Et la semaine dernière, les chiffres du PPI
était largement en baisse. Donc, il est tout à fait crédible que nous ayons un 2,56 pour le corps PCE. Je vous rappelle que la Fed veut le ramener à 2,56 dès la fin du mois, alors que la Fed nous dit en fin d'année, on sera à 2,8. C'est de l'excès de prudence ou c'est un pessimisme affiché pour pas que le marché s'emballe, ou c'est un pessimisme affiché. Vous savez, ça c'est aussi une façon de se comporter émotionnellement. C'est un comportement, c'est un biais cognitif. C'est-à-dire que vous pouvez être positionné sur un actif et au fond de vous-même, vous savez que ça va monter, mais comme vous avez un peu l'angoisse de ne pas assumer, on ne sait jamais, bon, si finalement non, vous affichez du pessimisme, alors qu'au fond de vous, vous êtes méga bullish. Moi, je pense que la Fed, elle fait ça. Parce qu'en décembre dernier, elle était super baissière sur l'inflation. Et il y a eu 4 mois de pause. Elle a flippé. Sa crédibilité était en jeu. Donc là, elle réaffiche un pessimisme. Et elle manque de peau pour elle. C'est pile à ce moment que la désinflation repart à la baisse. Ils n'ont pas de chance. Ils sont pas très bons. On peut se dire qu'ils ne sont pas très bons. C'est vrai que nous nous souvenons tous que fin 2021, que ce soit la Fed ou la BCE, nous parlait d'une inflation provisoire. Nous nous souvenons tous que fin 2021, donc ici, où nous parlait d'une inflation provisoire, on sait ce qui s'est passé. Moi, pourquoi je suis confiant? Regardez bien, la semaine dernière, vous avez eu la mise à jour du Core CPI. Donc vous avez vu qu'après effectivement 3 mois de pause, on vient de faire 3,8, 3,6, 3,4. Sauf qu'on a fait 3,8, 3,6, 3,4 sans la contribution de la baisse de l'inflation immobilière, qui représente à elle seule 40% du calcul du sous-jacent. Et nous savons que cette inflation immobilière, en utilisant les indicateurs avancés, qui sont l'inflation reportée par les sites d'annonces immobilières, qu'elle est déjà revenue entre 0 et 2. Vous voyez ici, c'est la courbe que je viens de vous montrer sur le graphique d'avant. Là. Donc nous savons que cette courbe, qui représente 40% du calcul de ça, va revenir entre 0 et 2. Eh bien, sans elle, parce que vous voyez qu'elle n'a quasiment pas baissé, sans elle, le CPI sous-jacent est passé de 3,8 à 3,4. Ça veut dire que ce sont les autres composantes sous-jacentes qui ont baissé. Celles qu'on avait du mal à faire baisser. Car on sait que Shelter va baisser. L'immobilier, le logement. Donc, moi, je suis optimiste. D'ailleurs, je prends même Trueflation. Et je prends la vraie inflation immobilière en temps réel, d'après Trueflation. Elle est à 2,60. Donc, tout confirme. Tout est, que ce soit la courbe rouge ici, que je vous ai montré au Swissquote Trading Day, qui est l'inflation, le prix, l'inflation des nouveaux loyers. Alors qu'en fait, le problème de l'inflation immobilière officielle, c'est qu'il y a un lag, car il faut entre 6 à 8 mois, regardez le décalage, pour que ça remonte dans la vraie inflation, dans l'inflation officielle. Mais la vraie inflation est en rouge. Comme à l'époque, la vraie inflation s'est envolée, il a fallu énormément de temps pour que ça arrive dans l'inflation officielle. Donc ça, nous savons que ça va contribuer à la baisse. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que le CPI sous-jacent, vous me suivez j'espère, a déjà repris la direction du sud, alors que Shelter, toujours pas, mais on sait que ça va arriver. C'est ça que je trouve fantastique. Et puis, vous avez aussi les nouveaux véhicules pour l'inflation industrielle. Ça y est, c'est négatif. Inflation des nouveaux véhicules, des bagnoles, moins 0,8. Vous savez qu'il y a 12 mois d'écart pour que ça arrive dans l'inflation des assurances automobiles, qui elle actuellement est à 15. Et bien, elle va revenir à 0, ou à plus 2, plus 3. Donc, il y a vraiment de quoi être confiant. Il y a vraiment de quoi être confiant. C'est pourquoi j'estime, mais le marché, lui, ne se trompera pas, rassurez-vous. Car si la Fed pêche par excès de pessimisme, je pense, car regardez, elle annonce plus qu'une baisse de taux. Alors déjà, le marché y croit moyennement, parce que le marché, lui, il est toujours calé sur 2, voire 3 baisses de taux d'ici la fin d'année. Parce que le marché, lui, ça, ce sont des données qui s'actualisent en temps réel. C'est vrai que la Fed met à jour ses projections. Le problème, c'est que la Fed, elle met à jour ses projections macroéconomiques tous les 3 mois. Qu'entre-temps, voilà. Donc là, les nouvelles données de reprise de la désinflation, elle les a à peine pris en compte. Mais moi, je pense qu'elle le sait, mais elle a fait exprès de ne pas y croire. Parce que, rappelez-vous, en décembre dernier, elle y croyait tellement, alors que le marché n'y croyait pas. Et finalement, elle y croyait trop. Et il y a eu 4 mois de risque d'une seconde vague d'inflation. Et maintenant que ça repart au sud, on est tous contents, elle ne veut plus y croire. Mais elle veut plus y croire pour se protéger.
c'est donc ce que j'appelle un pessimisme de façade. Ce qui nous permet, nous, d'être plutôt confiants sur l'évolution, notamment des taux d'intérêt du marché. Et moi, je regarde au-delà, je regarde l'analyse technique des taux d'intérêt du marché et le positionnement institutionnel, qui sont quand même des données beaucoup plus concrètes que ce que quasiment au doigt mouillé les membres de la Fed envisagent. J'exagère, hein, il y a les petites mains qui bossent, les vrais banquiers centraux bossent, on ne les voit pas s'exprimer. Et eux, bon, alors ok. Alors j'en suis où dans tout ça? Donc tout ça pour dire que voilà, ça c'est intéressant, ce que nous avons eu sur la reprise de la désinflation. Vous allez voir que les taux d'intérêt du marché prennent la direction du sud. Alors le 10 ans américain, est-ce que nous avons enfin la cassure hebdomadaire que j'attends? J'y viens, soyez patients. Mais ce que je voulais insister là-dessus, maintenant la prochaine étape, c'est à la fin du mois, la mise à jour du PCE Core. Tout annonce qu'il devrait être entre 2,5 et 2,6, notamment Inflation No Casting de la Fed de Cleveland. Et là, c'est génial, parce que nous serions 6 mois avant la fin de l'année en dessous de l'objectif de la Fed. Et malheureusement pour elle, elle vient de la remonter de 2,6 à 2,8. Elle aurait été plus intelligente de le laisser à 2,6, mais elle n'a pas voulu, elle a stressé. Parce qu'ils se sont plantés en décembre dernier. D'accord. Voilà les amis, donc ça bien sûr on va continuer de suivre ça régulièrement. Et taux d'intérêt du marché, la clé des signaux techniques baissiers de moyen terme en attente, c'est the key. This is the key guys. Je vous ai déjà montré, lorsque je parle de signaux techniques hebdomadaires, je parle de l'horizon de temps hebdomadaire. Nous serons libérés, délivrés de cette histoire d'inflation lorsque les taux du marché feront des cassures techniques baissières sur les charts weekly. Ce n'est pas encore le cas, mais nous sommes tout proches du seuil. D'ici il est enfoncé, c'est enfin le cas. Je vous montre ça. Et derrière, c'est le scénario de rebond des bonds que j'ai redéveloppé dans le Swissquote Trading Day. Et je prends le benchmark qui est le 10 ans américain. Je vous rappelle mon scénario de fond, les 5 temps de hausse et une correction en 3 temps abaissée depuis ce qui avait déjà retourné à l'époque le double top de 2006-2007. Et donc, ici, j'ai très bien accompagné ce mouvement. Là, j'ai été plus mal à l'aise, mais en même temps, j'arrêtais pas de dire que nous avions une vague de retracement. Une baie peut retracer entre 61,8 et 70. On s'est arrêté à 78. Et donc cette vague, voilà, c'est ça que j'attends depuis longtemps, cette vague. C'est est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas? On a envie d'y croire par rapport au RSI qui a fait sa cassure chartiste. Maintenant, l'analyse technique, c'est l'association des facteurs techniques. Et je vous remonte le système Ishimoku. Encore une fois, il faut traverser le nuage en hebdomadaire. Regardez, depuis le bull market, depuis le signal haussier, alors en sens inverse de février 2021, alors qu'à l'époque, ici, les banques centrales nous disaient l'inflation c'est provisoire. Tu parles, oui. Les taux d'intérêt du marché, eux disaient c'est pas du tout provisoire, ça va bourrer les taux. Si les taux bourrent, c'est parce qu'il faut contenir l'inflation. Et là, voilà, moi j'attends ce signal-là. Regardez où est-ce qu'on est. Regardez où est-ce que nous sommes. Alors c'est pas encore cassé, mais il suffira à nouveau d'une toute prochaine donnée d'inflation favorable, et ça casse. Si ça casse, c'est le signal du rebond massif des bonds que j'attends. Moi je vise toujours ici. D'ici la fin de l'année. Et là, il y a un énorme upside sur les bonds. Je vous renvoie vers le Swissquote Trading Day. Vous pouvez aller revoir où j'ai vraiment développé le sujet. Et donc, voilà, pour l'instant, nous n'avons pas en hebdo la cassure de support. Par contre, en journalier, ça suit son cours. Mais c'est vraiment les cassures hebdomadaires qui comptent. Je surveille aussi naturellement ce que font les institutionnels. Alors, lorsque je vous parle des bonds, je vous remontre ici le TLT. Le TLT qui me sert d'exemple, l'obligation US à 20 ans. Voilà. Il y a eu cette phase de rebond et puis donc tout ce retracement compliqué depuis le début de l'année. Moi, j'estime qu'on est en train d'en sortir par le haut. On repart pour une vague C qui doit nous mener minimum vers les 100, mais moi je vise même les 120, entre 115 et 120 d'ici la fin de l'année. J'y crois. Tant qu'on tient au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Et pour l'instant, on y tient, on est encore au-dessus. Donc ça, j'y crois. Mais j'y croirais franchement lorsque vous aurez la cassure baissière sur les taux, dont je viens de vous parler ici en données hebdomadaires. Donc tout ça est très passionnant. Et voilà, prochaine étape, donc l'inflation. Alors oui, autre chose. Je veux à la fois une cassure technique baissière sur les taux. J'ai besoin de confirmation technique du rebond du prix des bonds, la moyenne mobile à 200 jours, et je veux voir aussi les traders institutionnels. J'utilise le rapport Commitment of Traders de la CFTC.
changer leur fusil d'épaule, les asset managers, sur le 10 ans américain. Là, vous avez la position nette qui s'est envolée à la hausse au moment des campagnes de resserrement monétaire. Il faut, là, regardez, elle rebaisse. Si on casse cette zone, si vous avez à la fois une cassure technique sur les taux, donc casser les 4,10, 4,20, je vous ai montré en hebdo. Au même moment, vous avez la cassure de ce support sur la position nette institutionnelle sur le 10 ans US, la courbe en jaune, qui fait la différence entre les achats et les ventes. Si vous avez en même temps ces deux signaux, basés sur cette confirmation de la reprise de la désinflation US, nous y sommes. C'est gagné. C'est gagné pour le scénario haussier des bonds que je défends depuis septembre 2023. Mais ce n'est pas encore gagné quand là j'enregistre la vidéo. Mais vous voyez bien que les planètes sont en train de s'aligner. Il ne faudrait pas qu'un astéroïde arrive pour empêcher l'alignement. C'est une métaphore, hein. C'est une statistique américaine qui viendrait gâcher la fête. Voilà, donc ça reste vraiment ce qu'il y a de plus important. Alors S&P 500, la rotation entre les GAFAM entretient la tendance. Oui, alors au Swissquote Trading Day, c'est vrai que j'ai dit, je n'étais pas là pour dire que c'était une tendance haussière, très bien. Parce que si vous vous mettez à la place de quelqu'un qui n'est pas investi, la bourse, vous lui dites c'est facile, achète là où ça monte. Ok, d'accord, mais si j'achète le dernier jour de la hausse, c'est quand même plus à l'aise d'acheter un marché qui est sur un gros support majeur, qui n'a pas encore démarré sa tendance. C'est pour ça que je vous parle des bonds. Mais ça ne veut pas dire, d'ailleurs je l'ai bien reprécisé, hein, à Lausanne, qu'il faut arrêter d'acheter les GAFAM US ou tout revendre. Je parle d'un rééquilibrage de portefeuille, d'augmenter la part des obligations dans le cadre de votre portefeuille diversifié. J'espère que vous avez un portefeuille diversifié. Il faut des actions, des bonds, des placements monétaires, un petit peu de crypto. On n'est pas all-in sur une action ou un secteur. On se met en risque sinon. Complètement en risque. J'ai travaillé dans une entreprise où un client était dans une transition entre deux appartements. Il avait une somme d'argent mais qui devait être utilisée pour acheter sa prochaine maison. Et ce bêta a fait all-in sur une stratégie Forex. Alors qu'il avait besoin de l'argent pour le notaire dans un mois. Il a tout perdu. Voilà. On part des convictions, mais il faut avoir un portefeuille diversifié. Gérer son risque, pas de levier. Gérer le risque financier, l'exposition. C'est ça finalement la clé, plus que avoir raison. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le S&P 500, sans signaux techniques de retournement de tendance, la tendance se relance plusieurs fois, ne se retourne qu'une fois. Comment cela se... Alors, déjà, nous ici, si vous suivez le Top Gun, vous connaissez mon décompte haussier. Nous sommes toujours, donc j'actualise, dans la 5e sous-vague de la Grande 3. Le marché reste en tendance haussière tant que les 5335 points font support. Changement de polarité, voilà, pas de divergence daily. La sous-vague 5 de la Grande 3, vous avez ici ces extensions théoriques, parce que nous sommes en découverte de prix, qui est en fait une projection de la vague 3 au bas de la 4. Eh bien, les cibles que je vous ai proposées sont là. On en a déjà fait deux. La première cible a été faite à 5360. La deuxième a été faite à 5460. Et j'en ai une dernière à 5500, à 5590. Est-ce qu'on ira? J'en sais rien. Ce sont des cibles théoriques où elle peut s'arrêter. Sans cassure de support, cette tendance se relance. Sans signal, sans une séance qui nous dit « ça y est, c'est fini », on continue de viser les objectifs. Alors, une façon d'accompagner le mouvement peut être aussi un stop suiveur. Typiquement, là, vous avez un gap. Alors, comment le S&P 500 arrive à faire ça? C'est la rotation au sein des GAFAM. À un moment ou à un autre, si vous avez du Nvidia qui se met en pause, bon, ça n'arrête pas de monter, eh bien, vous avez une prise de relais de Apple. Regardez un peu ce breakout magnifique de Apple. D'ailleurs, je vous en avais parlé. C'était une structure ici en flat régulier, un ABC classique. Vraiment le flat régulier classique en ABC. Breakout, ça relance. Microsoft aussi a réalisé encore un breakout. Nvidia continue. Vous avez même, alors une qui est complètement différente, hein, mais Tesla qui se reprend, qui nous fait cette espèce d'énorme tête-épaule inversée. Et là, il y a du potentiel aussi de rattrapage. Mais ce que je veux dire, c'est que le S&P 500 continue d'avancer, mais c'est le S&P 5, 6. Ce sont ces 5-6 valeurs qui font 40% du calcul de l'indice et qui, quand l'une ne monte pas, l'autre prend le relais et elle continue d'avancer. Mais là, en lien avec les perspectives de bénéfices, c'est ce que je vous montrais, je vous le remontre.
C'est ce que je vous montrais il y a 2 semaines. Ce qui fait la différence entre les small et les mid et les méga cap US sont les perspectives de bénéfices et ce qu'on appelle donc les forward earnings. Ils sont quasiment tous sur les larges et méga cap. Les small et les mid, c'est à plat à cause des taux d'intérêt. Mais les larges et les méga cap, les perspectives de bénéfices sont incroyables. Et elles sont super incroyables sur les GAFAM, le Big 6, le Big 7. Donc c'est ce qui permet au S&P 500 d'avancer, alors que le Russell 2000, les small et les mid cap, ne se réveillent toujours pas, mais en accord avec leurs perspectives de bénéfices, qui sont plus faibles. Ne se réveillent toujours pas. Et j'insiste pour vous dire que le réveil des small et mid cap viendra le jour où vous aurez, encore une fois, les cassures techniques baissières de moyen terme sur les taux obligataires. C'est la première partie de cette vidéo. C'est ce que je surveille depuis le début de l'année qui met tellement de temps à arriver. Les cassures techniques weekly sur les taux obligataires du marché qui vont permettre ce scénario de rebond des bonds, qui vont permettre à la fin un rattrapage des small et mid cap. Et d'un point de vue technique, c'est le dépassement de ce seuil, les 2130 points. C'est le déplacement de cette résistance qui permettra de libérer le potentiel de rattrapage des small et mid cap US. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Alors, me direz-vous, cela viendra peut-être du marché du travail. Alors, le rapport NFP, c'est vrai que le taux de chômage est à 4%, mais il y a eu beaucoup de création d'emplois. Regardez la semaine dernière, vous commencez à avoir vraiment une mauvaise allure des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Ça va finir par se traduire par une envolée du chômage. Donc, effectivement, les signaux bearish, en tout cas, le repli des taux depuis début mai, car pour l'instant, en hebdo, vous avez compris, il n'y a toujours pas les signaux, on attend, mais il y a quand même un repli des taux depuis début mai, c'est aussi lié à quelques alertes fondamentales sur le marché du travail US. Là, vous avez les inscriptions hebdomadaires au chômage, c'est mis à jour chaque semaine aux States. La pente commence à être mauvaise. CAC 40, faut-il profiter de la correction politique pour se placer? Alors, pas ici pour vous apporter un sondage que je n'ai pas. On prend les derniers sondages, qu'est-ce que ça indique? Je crois 30% RN, 28% Front Populaire et 18-20% le camp Macron. Très bien. Vous savez, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en France, le CAC 40 prend cher. En tout cas, il sous-performe. Le SP500 s'envole, le CAC 40 retrace. Déjà, d'un point de vue technique, c'était attendu. C'est va 4 pour l'instant. Alors, je reste pour l'instant dans l'approche technique. Maintenant, les boîtes du CAC font leur business en grande partie en dehors de la France, en grande partie à l'international. Quand je vois, moi, le repli des composantes, par exemple, du secteur du luxe au sein du CAC 40, du fait de cette incertitude politique franco-française, européenne, moi je me dis, c'est une opportunité. Alors, il y a peut-être certaines actions du CAC 40 qui peuvent être ciblées par, je ne sais pas moi, des projets de nationalisation, des choses comme ça. Ok, là, ce sont des sujets dans la construction. Okay. Mais overall, les entreprises du CAC les plus internationales, qui la subissent l'incertitude politique française, ne seront pas impactées quel que soit le résultat des élections. Alors passons maintenant aux considérations techniques. Vous avez le baromètre du risque. Le baromètre du risque concernant le risque politique français, c'est le spread de taux entre le 10 ans français et le 10 ans allemand. Et effectivement, depuis lundi dernier, le spread de taux s'envole. Désormais, le taux obligataire à 10 ans de la France est de 0,82 points de pourcentage supérieur au 10 ans allemand. On revient sur des zones hautes, vieilles, carrément d'une décennie. Et là, c'était la crise de la dette souveraine. Donc, attention, effectivement, pour les actifs de la zone euro, enfin en particulier le CAC 40, le taux de change de l'euro qui est sous pression, c'est à la question de savoir, faut-il revenir à l'achat sur le CAC 40? C'est ça qui compte. Si le spread de taux finit par se retourner à la baisse, oui, dans ces cas-là, oui. Mais en même temps, il y a de l'incertitude d'ici les élections. Ça risque donc d'être compliqué. Donc retenez bien ça c'est vraiment le baromètre du risque à suivre. Et il faut vraiment être très prudent parce que le taux allemand, lui, baisse. Il y a un vrai refuge sur le Bund allemand, mais les obligations françaises
se font vendre. Et alors pour le CAC 40, écoutez, il y a une ligne de tendance. Alors là, c'est vraiment la chute libre, hein. La semaine dernière, au moment où j'enregistre cette vidéo, le marché revient ici, alors au contact de cette ligne de tendance. C'est vraiment une zone importante à surveiller, cette zone des 7380. Le marché est en mode couteau qui tombe. Est-ce qu'on peut envisager une stabilisation d'ici les élections? C'est pas évident. Cette ligne de tendance, vous la retrouvez ici. Et moi, je pense qu'il y a donc deux cas de figure. Soit les capitaux se remobilisent sur cette zone-là, cette zone support des 7400, et le marché parvient à se stabiliser. 7380, 7004. Sinon, ensuite, c'est tendu. Il n'y a plus rien avant l'ancien record historique ici de la bulle Internet, ce qui nous renvoie à 6950, 7000 points. Donc ici, vraiment une zone pivot à surveiller en tout début de semaine pour le cours du CAC 40, mais au final, le CAC 40 restera sous pression tant que le spread d'auto entre la France et l'Allemagne continuera de s'écarter. Surveillez donc ça en priorité, vous pouvez le créer sur TradingView en faisant comme moi ici, FR10Y moins DE10Y. Voilà chers amis, j'espère que ce Top Gun vous a plu. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Merci à tous.